si on se pose la question, qu'est-ce qui était de grave dans cette évasion? C'est pas le fait que si prisonniers sont évadés, la plupart, à mon avis, ils vont être attrapés. Quel est l'effet important que ça crée? C'est dans la population palestinienne. Colonel Meir Dahan, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Alors, je ne pense pas qu'il est... Chag Sameach et Shana Tova, effectivement. Je ne pense pas qu'il est exagéré de vous présenter comme un expert en matière de sécurité, en particulier en matière de sécurité dans les pénitenciers, dans les maisons d'arrêt en Israël et même à travers le monde. Vous savez un peu ce qui se passe là-bas. Alors, on ne peut pas vous empêcher de vous poser la question. Comment vous expliquez que ces 6 terroristes palestiniens aient pu s'évader si facilement? Combien y a-t-il eu de carences, de bavures, d'erreurs qui ont été commises apparemment, selon vous, par l'administration pénitentiaire pour que cette évasion puisse se concrétiser? Il faut tout d'abord dire que c'est pas si facile que ça. Et la preuve, c'est qu'en 40 ans, 50 ans de détention de terroristes, on n'a pas beaucoup d'évasion. Il faut dire que là, quand on examine ce cas précis, on voit plein d'erreurs, plein de choses qui ont été faites. Mais le problème, il est bien plus général, surtout avec les prisonniers terroristes. Et l'autonomie qui bénéficie ces gens-là est trop exagéré et ça fait des années que tout le monde en parle, présente des rapports, font des enquêtes, font n'importe quoi pour essayer d'arrêter ce phénomène. Vous ne pouvez pas imaginer la différence qu'il y a entre les prisonniers de terreur et les prisonniers criminels. C'est incroyable. Ils bénéficient d'une autonomie carrément total. Est-ce que ces prisonniers, de par le fait qu'il s'agit de prisonniers sécuritaires, de terroristes, bénéficient de ce que l'on appelle la Convention de Genève? Oui, en général, bien sûr. Et cette Convention de Genève, elle est plus large, on va dire, que les droits accordés aux prisonniers de droit commun. Je crois que les accords qu'il y a avec ces prisonniers, ils sont bien au-delà des Conventions de Genève. Ils ont leurs propres accords avec les services de prison en Israël, avec ces services de sécurité. Ils bénéficient d'une autonomie totale. Et ils font des études, ils préparent leur manger tout seuls. Et ils font la liste de commandes de manger à leur façon. Qui n'a rien à voir avec les autres prisons, rien à voir. La cantine est bien plus fournie, plus large et riche que les autres. Enfin, c'est un drame. Si vous vous souvenez, Ardan, quand il était le ministre, Gilad Ardan, oui. À un certain moment, et il a tenu quelques mesures de restrictions avec ces prisonniers et les émeutes que ça a créé à la bande de Gaza et sur le territoire. Alors justement, est-ce que finalement, de ce point de vue-là, on ne peut pas dire le responsable dans cette affaire, c'est l'administration pénitentiaire qui a voulu instaurer le calme, maintenir le calme en échange de ses avantages, on va dire, en nature? Oui et non. Vous savez, le service pénitentiaire maintient mais les ordres arrivent plutôt dans des services de sécurité comme le Shabak et les autres. C'est très complexe. La gestion de prisons de terroristes est totalement différente que les autres prisons. Beaucoup moins de liberté pour le service pénitentiaire. Et ça veut dire quoi, Meir, moins de liberté? Ça veut dire que, est-ce que c'est exact que, en fait, ce sont les prisonniers qui ont un porte-parole et c'est le porte-parole qui décide quand il veut parler à tel commandant ou à tel directeur de tel département ou non? C'est eux qui, oui. C'est dire l'autorité, elle est du côté des prisonniers plutôt que du côté de l'administration? Tout à fait. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le shawish.
C'est celui, le porte-parole il n'y a que lui qui parle avec les autorités. Les autorités n'ont pas le droit de parler avec les prisonniers. À moins, il faut dire la vérité, c'est qu'à moins, dans des cas extrêmes, là où il faut une intervention ou quelque chose, là, tout change. Mais en général, pour garder le calme, ils ont leur porte-parole, d'ailleurs, qui représente les différentes organisations, le djihad, le Hamas, etc. Et il n'y en a qu'un qui parle avec les autorités. Les autres, ils n'ont rien à voir avec les autorités. Il y a un phénomène qui est tout à fait étonnant, c'est le fait que l'on ait rassemblé les terroristes des différentes des groupuscules terroristes, des organisations terroristes, en fonction de leur appartenance par groupe. Oui. Est-ce que finalement, ça, c'était pas une erreur de concept depuis le début? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr que c'est une grande erreur. Ça fait des années qu'on en parle de ça. Vous savez, moi-même, à l'époque de Chomat Magen, on était en attente avec mon unité et entre-temps, on m'a donné une ordre de reconstruire la prison de Ktsiot dans le sud, parce qu'il était détruit. On l'a reconstruit et j'ai reçu là-bas 500 prisonniers et pour le maintenir pendant un certain moment, pendant que j'étais en réserve. C'est la première fois que j'ai vu en direct la façon dont on gère les prisonniers terroristes. C'était un drame, je ne pouvais pas supporter. Ils exigent des choses comme électricité, je parle, c'était une prison en tente, pas en bâtiment à l'époque. Ils exigent des choses et ils me regardent comme ça dans les yeux en me disant « mais c'est les accords qu'on a, c'est comme ça c'est la condition dans laquelle on garde le calme, sinon… » il va y avoir des émeutes tout de suite. C'est un drame. La façon dont on les gère, c'est un drame. C'est pas normal. Et donc vous pensez qu'il faut cesser ce genre de regroupement selon les appartenances politiques dans les prisons israéliennes? Et Daniel, si on veut élargir un peu le sujet, il faut dire quelque chose que les prisonniers, c'est une île qui reflète tout le reste. C'est-à-dire, et si on se pose la question, qu'est-ce qui était de grave dans cette évasion? C'est pas le fait que si les prisonniers sont évadés, la plupart, à mon avis, ils vont être attrapés, à moins qu'ils arrivent ils vont arriver au Liban, à mon avis, c'est leur but, c'est d'arriver au Liban. Mais si ils vont pas arriver là-bas, ils vont se faire attraper. Et c'est presque sûr. Ça, c'est pas la grande question. Quel est l'effet important que ça crée? C'est dans la population palestinienne. D'abord, ça crée une légende, chose qui est ça donne une fierté, une mauvaise fierté, qui excite le terrain et qui risque d'emballer la jeunesse à ressortir dans les rues, à refaire des actions, à s'identifier avec ces gens-là, avec ceux qui ont été évadés. Ça, c'est le drame. Et comme on se rappelle en Shomer Chomot ce dernier temps, le Hamas va rapidement prendre en charge l'ambiance et il se présente depuis un moment comme le patron de territoire en Judée et Samarie. Et ils vont commencer à exciter encore plus le terrain parce que ça joue dans leurs intérêts. Et si vous voulez, le drame est là. On attend encore à des choses très importantes qui vont arriver dans les jours qui viennent. Et si vous voulez, la grande chose dans ce sujet, c'est ça. Le calme que souhaitaient maintenir les autorités de l'administration pénitentiaire, vous pensez que c'est la clé de ce fiasco, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a du calme, eh bien la nonchalance s'installe, l'indifférence s'installe et peu à peu, eh bien à tous les échelons de la hiérarchie, eh bien on est négligent. Oui et non, il faut dire qu'ils font un grand travail, un travail très, très, très sérieux, le service pénitentiaire. Je les connais personnellement, la plupart des oppositions là-bas. Et ils font un travail très important, très difficile, dans des conditions presque impossibles. Et je vous rappelle, Daniel, ils reçoivent des ordres. Ils ne sont pas indépendants dans les décisions comment maintenir ces prisonniers. Le Shabak est très, 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 très mêlé dans tout ça.
Mhm. Et C'est le Shabak essentiellement, la police aussi, ou quelle est la répartition des... Rien à voir. La police n'a presque rien à voir dans ce sujet. L'administration pénitentiaire en Israël, Meir, c'est un peu le parent pauvre, un peu, on va dire, au niveau des services de sécurité. Oui. Oui. J'ai un ami qui était leur conseiller juridique pendant plus de 25 ans. Il a lutté pendant des années et des années pour qu'on fait joindre le service pénitentiaire dans la prière qu'on fait pour les soldats, pour la police et les forces des ordres. Alors, c'est un peu symbolique, mais ça présente un peu l'importance qu'ils ont dans l'hierarchie. D'ailleurs, les nominations qui se font là-bas et tout, c'est très peu géré tout ça, c'est très interne. Mais je dois vous dire quelque chose. Vous avez cité tout à l'heure, je connais le service pénitentiaire presque dans le monde entier, parce que ça fait partie de mon travail. Et ça se passe pareil dans le monde entier. C'est très peu budgété, c'est la population la plus pauvre dans la société, dans le monde entier. C'est les prisonniers. Alors que normalement, d'une certaine manière, lorsque l'on sait justement le prestige qu'ont les prisonniers palestiniens dans la rue palestinienne, il faudrait peut-être être beaucoup plus vigilant. Oui, tout à fait, d'un côté, mais d'un autre, de la même raison, il faut être beaucoup plus sensible, parce que chaque chose qui se passe dans la prison sort tout de suite dans la rue et ça a des conséquences. Je ne dis pas qu'il faut avoir peur de ça, mais ça a des conséquences en direct. D'ailleurs, si vous entendez, la plupart des accrochages, c'est au sujet des prisonniers. Mm-hmm. La plupart il détient 4 Israéliens, dont 2 soldats et les 2 civils, et à la bande de Gaza pendant des années. Et leur seule demande, c'est les prisonniers. Le maximum de nombre de prisonniers. C'est le sujet le plus sensible pour eux. Alors, une commission d'enquête va être nommée par le ministre de la Sécurité intérieure, Omer Bar-Lev. À votre avis... Elle va être la 30e ou la 40e ou la 50e, et il faut voir qu'est-ce qui s'est passé avec les autres. Auparavant, rien, carrément rien. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quelle est, à votre avis, la priorité pour colmater les brèches au sein de l'administration pénitentiaire et éviter que cela ne se reproduise ? Vous savez, ce qui va se passer, c'est que maintenant, ils vont renforcer les entourages, et ça va durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, jusqu'à la prochaine invasion. Et il y a quelque chose de base qu'il faut changer dans l'attitude des services pénitentiaires auprès des prisonniers sécuritaires terroristes. Ouais, c'est quelque chose de très, très basique qu'il faut changer. Toute l'attitude. D'ailleurs, le fait qu'on les laisse dans les groupes par rapport aux organisations est plutôt pour leur propre sécurité. C'est vrai que ça leur donne plus de force étant un groupe, mais c'est aussi pour leur sécurité. Autrement, ça peut aller très très loin entre eux. Et ça va très loin de temps en temps entre eux. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas que le public ignore, qu'il n'entend même pas. Ça n'intéresse personne. Et on a intérêt à cacher. Eh bien, colonel Meir Dahan, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions, de nous avoir aidé à mieux comprendre un peu ce qui s'est passé lundi matin dans cette prison de Gilboa et comment ces 6 détenus terroristes palestiniens ont réussi à s'échapper. Merci d'avoir été avec nous. Gmar Khatima Tova, Shabbat Shalom, à bientôt.